Gilets jaunes, 1 an de mobilisation, émission spéciale ce soir. Merci de votre fidélité. Et dans le prolongement de ce documentaire, on entame tout de suite notre débat. Et oui, 3 femmes gilets jaunes sont sur ce plateau. On a envie d'emblée de recueillir leurs réactions après ce film. Bonsoir Florence Duvivier, bonsoir. Vous êtes responsable d'auto-école à Lorient. Vous avez été une femme du Rond-Point. Vous êtes-vous reconnue dans ce documentaire? Et si oui, en quoi? En partie. Expliquez-nous. Alors, notamment quand, je ne sais plus son nom, la jeune femme nous explique que heureusement elle a ses parents pour l'aider, ne serait-ce qu'à se loger, parce que moi je suis une femme qui vit seule aussi. Et contrairement aux idées reçues, j'ai beau être chef d'entreprise de 5 agences d'auto-école, depuis 8 mois, pendant 8 mois jusqu'au mois d'août, j'ai pas pu me rémunérer. Donc effectivement, je me retrouve dans cette personne qui se met à pleurer. Je me retrouve aussi dans le fait, quand elle dit, on n'a plus honte de dire qu'on ne mange pas, qu'on ne vit pas, qu'on peut plus, qu'on a du mal à payer son loyer. On n'a plus honte de le dire. Moi, c'est vrai, quelque part, j'avais un petit peu cette honte en tant que... Alors, en plus, par rapport aux a priori que puissent avoir les gens par rapport aux chefs d'entreprise. J'avais plus honte de dire, oui, je suis peut-être chef d'entreprise, mais je mange des nouilles tous les jours. Sos Jolivet, bonsoir. Alors vous êtes gilet jaune, originaire de Quimper, doctorante en sociologie et en recherche d'emploi actuellement. Quelle femme vous a le plus touché dans ce documentaire ? Toutes elles m'ont touchée. Je me suis retrouvée justement lors de la projection de Je veux du soleil, lorsque je l'ai vue aussi à Quimper en présence de Gilles Perret. La larme à l'œil, parce que quelque part ce film, comme ce documentaire, raconte notre vie, une partie de notre vie. On est toutes différentes et il y a des choses qui sont communes à ces femmes. J'ai été très touchée en fait par ce ne sera plus comme avant. En fait, plusieurs fois c'est revenu dans le documentaire, ce que ce mouvement a changé dans la vie de tout le monde. Et moi, je l'ai entendu, parce que j'ai eu l'occasion de faire un questionnaire, plus rien ne sera comme avant. Un avant et un après. Bonsoir Dany Simon-Bunchor, vous êtes gilet jaune. De Lamballe, vous êtes ambulancière de profession. Le 17 novembre 2018, vous aussi, vous êtes devenue une femme du Rond-Point. Pourquoi être descendue dans la rue? Parce que je fais partie de celles qui ont trimé, qui triment encore de temps en temps. Mais dans le reportage, je me suis retrouvée, j'ai eu la larme à l'œil aussi, parce que je me suis retrouvée à me dire, je me suis vue à des situations où j'avais rien pour nourrir mon fils. Donc même là, certains dans ma famille ne vont pas le savoir, enfin maintenant vont le savoir. Il y a des périodes compliquées et où là, enfin, j'ai pu lever la tête en me disant, je ne suis pas la seule, quoi. Pas la seule. Je ne suis pas la seule. Alors avec nous par ailleurs Éric Bothorel, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche des Côtes-d'Armor. Louis Potrel, bonsoir. Bonsoir. Maire de Leferré et vice-président de l'Association des maires ruraux de France, et Christian Lebar, politologue. Nous rejoindra aussi sur ce plateau David Levaux, responsable régional du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir monsieur. Vous nous rejoindrez tout à l'heure quand nous aborderons le climat de violence qui a marqué les esprits. Alors vous, Louis Potrel, vous l'aviez senti monter cette inquiétude sur le pouvoir d'achat, sur la hausse de la taxe carbone. Vous disiez ça va coincer. Quels ont été les signaux ? Dès janvier 2018, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à la cérémonie des vœux de ma commune. Et quand on savait le calendrier d'augmentation de taxes carbone sur les carburants, j'avais fait un petit calcul et j'avais dit aux personnes, celui qui roule un peu va devoir payer à l'année entre 500 et 1000 euros supplémentaires. Et c'est vrai qu'avec l'association des maires ruraux, on avait rencontré le Premier ministre à Matignon le 24 octobre 2018. Et j'avais soulevé le problème. Et vous avez dit quoi ? Oui. Édouard Philippe m'avait répondu tout simplement, Monsieur Potrel, avec le président de la République, on s'est fixé un cap et on gardera ce cap. Voilà. Éric Bothorel, est-ce que ce vent de colère, vous l'avez senti arriver ou pas du tout avant novembre ? Senti, je ne sais pas, parce qu'il a ceci de singulier d'abord qu'il a été fortement amplifié et mobilisé par l'intermédiaire des réseaux sociaux, et c'est quasiment une première. D'habitude, les réseaux sociaux servaient à relayer une parole, ou structurer une parole. Je pense à des mouvements précédents comme Nuit debout, qui avait une dimension peut-être un peu plus de réflexion politique. Là, il s'agissait de mobilisation très forte, spontanée, avec une forte amplitude et une forte mobilisation dès les premiers jours. Vous dire que je m'y attendais, c'est un peu facile, un an après, de dire, mais oui, on le savait.
dire qu'on ne pouvait pas ignorer, par contre, que dans la société qui était la nôtre et qui avait ignoré, en tout cas feint d'ignorer, que la peur du déclassement est un sujet qui revenait chez les économistes de toutes parts depuis de nombreuses années, et que cela pouvait ouvrir ceux qui en tout cas ouvrir les voies d'une forme de mobilisation, ce serait mentir. Et dans le reportage que nous avons vu, vous ne m'avez pas posé la question, mais parmi celles qui m'émeut le plus, c'est le rôle de la grand-mère ou de la mère, qui redit à peu près ça, qui dit on a vécu des années avec le pacte républicain qui était l'ascenseur social, nos générations futures vivront mieux que nous, ce qui permettait d'accepter un certain nombre de choses. Ce pacte républicain, on le sait tous, il a été rompu il y a maintenant quelques années. Il faut renouer avec l'idée qu'il y a espoir à ce que nos générations qui viendront vivront mieux. Alors Christian Lebar, justement, quelle est cette France qu'on a appelée la France des oubliés, celle qui a marqué son territoire, qui a pris position sur ces ronds-points? Alors je dirais, et c'est très bien mis en évidence dans le documentaire, c'est à la fois une France effectivement qui a peur du déclassement, classe moyenne inférieure, disons, France périphérique, France à la fois rurale et périurbaine, France un peu oubliée, un peu sortie des radars de l'action publique. Et puis c'est aussi une France des invisibles, c'est-à-dire ce que montre très bien le documentaire. Il y a à la fois une peur du déclassement et le sentiment de ne pas être reconnu, le sentiment de ne plus être pris en charge, d'être un peu à l'abandon. Et donc, en ce sens-là, le mouvement, je dirais, est à lui-même sa propre finalité, parce qu'il permet aussi, on le voit très bien dans le reportage, une reconquête d'une certaine dignité à travers le mouvement lui-même. Une France qui reprend la parole. Une France qui reprend la parole, alors même que probablement elle sait bien qu'elle n'a pas grand-chose à attendre en termes de redistribution de la richesse, mais qui se retrouve autour du rond-point comme un lieu totem. On sort de chez soi. C'est aussi une France très individualiste. Alors, il y a eu un premier week-end de mobilisation et puis l'histoire s'est emballée. On se replonge dans l'ambiance avec Bruno Laurence et Christine Pierret. On a juste l'impression qu'on travaille pour survivre et on s'offre plus rien. On n'est pas des moutons. Et arrivé un moment, il faut ouvrir les yeux, quoi. Le mouvement est lancé et il ne va pas s'arrêter avant le 17 et il continuera après le 17. Dans la rue, l'humeur est sale, c'est rien. De la rue montent les rumeurs. Oh, le coût de la vie est arrivé abominable, on peut plus vivre, on peut plus. Le ras-le-bol, tout simplement. Trop de taxes. Monsieur le Président, revenez à la réalité. On a tous sûrement des idées politiques différentes, je pense. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Macron, démission, rends-nous notre pognon. Mes parents pouvaient m'acheter mon permis voiture, une voiture pour démarrer à 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 4 gamins, je suis incapable de payer un permis ou une voiture à mes gamins pour démarrer dans la vie, quoi. Donc ça, ouais, le pouvoir d'achat, j'ai grave les boules, quoi. Les bateaux vont à Paris. C'était important de monter à Paris ce soir, même si on a tous un petit peu la boule au ventre parce qu'on ne sait pas tout ce qui peut arriver. On nous a dit faites gaffe, c'est une souricière. Et le but de l'Orient, c'est de montrer qu'on est là, c'est pacifiquement, ce n'est pas de prendre des coups, ce n'est pas d'aller chercher les coups. Il y a une poudrière qui a été allumée, là on est sur le tonneau. On a des personnes qui sont rentrées de Paris, qui sont choquées à vie, qui sont choquées à vie. Ils ont l'impression d'avoir été en guerre, quoi. Je suis assez concernée par la violence que ça a pris, la tournure extrêmement violente que ça a pris. En même temps, je me dis qu'une révolution, ça commence comme ça. Ça ne peut pas tellement commencer autrement. Françaises, Français, nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois. C'est rien.
C'est rien comparé à tout ce qu'on peut payer, tout ça. Donc, 100 €, c'est quoi? C'est rien. Si, ça fera quelques paquets de pâtes de plus pour bouffer, c'est tout. On ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà, et retour sur ce plateau. Je me tourne vers vous, Christian Lebas. L'un des signes particuliers de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas de leader. Ça contribue à en faire un mouvement tout à la fois inédit et insaisissable. Oui, c'est un mouvement qui se définit par une très grande distance à l'égard de toutes les grammaires institutionnelles. C'est-à-dire c'est un mouvement qui ne se reconnaît pas dans le clivage droite-gauche. C'est un mouvement qui ne veut pas être récupéré par les partis politiques, ni même par les syndicats. C'est un mouvement qui ne veut pas produire non seulement de leaders, mais même de représentants, et même simplement à minima de porte-parole. Et donc c'est un leader c'est un mouvement qui est complètement horizontal, d'où sa richesse, d'où sa diversité, d'où aussi la difficulté qu'il y a à embrayer sur des demandes formulées à des décideurs. Jolivet, un mouvement qui ne veut pas produire de leaders, comme disait à l'instant Christian Lebas, c'est un problème pour négocier. Non, c'est aussi très créatif, tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est du coup, l'intérêt d'être là ce soir, c'est aussi de parler du mouvement de l'intérieur, parce qu'on n'a pas eu souvent ce genre d'espace. Et donc, moi, je peux attester qu'à Quimper, il y avait vraiment des tas d'expressions, donc que ce soit l'Assemblée hebdomadaire, que ce soit au rond-point, bien sûr, mais aussi le café citoyen. Que ce soit dans les ateliers thématiques. Une parole commune arrivait à se dégager malgré l'absence de leader. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, cette année, elle était nécessaire pour l'expression de tous. Moi, j'ai envie de dire que c'est maintenant que ça va commencer. On a l'impression que le mouvement est en retrait. Je crois qu'il n'en est rien. Les gens travaillent tous dans leur groupe local. On parlera tout à l'heure de vos propositions, Solange d'Olivet, mais je vous regarde, Florence, parce que vous avez aussi été porte-parole des Gilets jaunes à Lorient. Pas facile d'être porte-parole, parce que quand il y a un leader qui monte, d'autres, des fois, le contester aussi. Mais alors, oui, il y avait des porte-paroles, il y avait des pseudo-leaders, bien sûr, qui ne se voulaient pas représentants du mouvement, bien sûr, puisque c'est un mouvement national du peuple. En même temps, il faut revenir un petit peu en arrière. Mais des gens comme Éric Drouet, dès qu'il descendait dans la rue, se retrouvaient sans avoir rien fait en garde à vue. Il n'y a pas que lui. Comment voulez-vous vous porter en tant que leader, or qu'il n'y avait aucune négociation possible puisqu'on vous enfermait de suite? Nous, bien sûr, moi, demain, on me demande de faire partie à nouveau, on dira des porte-paroles ou des gens qui vont aller, devant. Mais si c'est pour me faire enfermer sans obtenir une négociation quelconque, c'est même pas la peine. C'est juste impossible. Que répondez-vous à cela, finalement, face à cette absence de leader désigné? Comment on procède quand on est député? Quand on est député, on ouvre la porte de sa permanence, on s'arrête sur les ronds-points. Moi, je l'ai fait à Pont-Losquet, j'ai fait à Lannion, je l'ai fait à Paimpol. Mais quand il n'y a pas de leader, on fait comment? Non, mais quand il n'y a pas de leader, c'est compliqué. Et vous avez le sentiment aussi, comme le disait Florence Duvivier, que les leaders ont été un peu accablés aussi? Accablés, vous savez, la tradition de manifester en France, elle est ancienne, elle existe, elle est protégée et elle est encadrée par le droit. Ce qui a caractérisé aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est sa capacité à investir des territoires qui n'étaient pas des territoires qui leur étaient permis. Pardon de le dire, mais une manifestation, ça se déclare. Un parcours, ça s'organise. Un service d'ordre, ça se met en place. Et moi, par rapport à ce qu'on vient de voir ici, on parlera peut-être tout à l'heure des aspects de violence, mais je veux dire, parce qu'on est en Bretagne, que le mouvement des Gilets jaunes, assez immédiatement, a eu des répercussions sur l'économie locale. J'ai souvenir que les ostréiculteurs, moins 70% de commandes au mois de novembre. C'était pas non significatif. S'agissant du reste, oui, c'est très compliqué de discuter avec une organisation qui ne veut pas de leader et qui ne veut pas de représentants, parce que on vient avec une somme de colère ou de revendications qui sont parfois très contradictoires les unes avec les autres. Et quand vous aviez un chef d'entreprise, un petit artisan qui venait défendre tel aspect de l'économie, et tel autre qui n'était pas artisan et qui disait il faut taxer les entreprises, comme je l'entends encore aujourd'hui, il faut réconcilier ces deux-là, et il vous renvoie à l'idée que ce qui a été caractéristique, je vais terminer par ça, ce qui a été caractéristique, c'est de leur dire mais vous n'avez personne pour incarner le mouvement, et faites-nous des propositions. Et assez vite, en fait, dans les débats, les gens disaient ah non,
alors qu'on vous délégitime, c'est vous qui devez trouver des solutions. Voilà la complexité devant laquelle nous étions l'année dernière. Alors le 5 décembre, la hausse de la fiscalité sur les carburants est annulée. Le durcissement du contrôle technique aussi automobile est suspendu. On obtient est décidé le gel des tarifs du gaz et de l'électricité. Et puis le 10 décembre, après donc 4 samedis d'action de Gilets jaunes, Emmanuel Macron annonce ceci. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera 200 € par mois en 2019. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et puis hausse de la CSG annulée en 2019 pour les retraités touchant moins de 2 000 €. Alors, ça, ce sont des mesures économiques concrètes. Pourquoi ? Pour vous, le compte n'y était pas. C'est pas 100 € sur le salaire qu'on a. C'est une prime. En fait, c'est la prime d'activité. Alors, moi, la prime d'activité, je l'ai eu, quoi. Mais moi, c'est pas une prime que je vais vivre. Et le 3/4 des gens qui sont dans la rue, c'est pas des primes. Quelles mesures vous attendiez à ce moment-là ? Qu'on revoie les salaires à la base. C'est-à-dire qu'on a des charges, on paye des charges. Moi, je suis d'accord, et je ne suis pas la seule, je pense à être d'accord de payer des cotisations sociales. C'est ce qui me protège, c'est ce qui vous protège, c'est ce qui protège tout le monde. Par contre, pareil, les entreprises, je parle des entreprises, parce que je parle des patrons qui payent des charges à max et qui ne peuvent pas nous payer, parce que les charges sont beaucoup trop lourdes. La défiscalisation des heures supplémentaires, on en parlait tous les deux tout à l'heure. Curieusement, je ne le savais pas et je l'ai appris à mi-mot tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu le temps de finir notre conversation ensemble. J'ai un employé qui m'a dit « Mais écoute Florence, moi je ne vois pas la différence sur ma fiche de paye ». Donc on a regardé les fiches de paye de tous mes employés qui font régulièrement des heures supplémentaires, notamment pendant les vacances scolaires où il y a beaucoup d'heures à faire. Effectivement, je n'ai pas trouvé de défiscalisation, donc on en a discuté tout à l'heure. Apparemment, ils gagnent encore de trop et j'estime que gagner 11,65 € de l'heure brute, c'est pas beaucoup, c'est pas énormément. Enfin, c'est pas énorme par rapport au diplôme qu'ils ont passé et aux contraintes du travail, enfin du métier qu'ils ont à accomplir. Moi, j'estime que c'est pas cher payé. Je les paye le prix qui doivent être payés, sont échelon 9. J'essaye de jouer le jeu avec mes employés. J'ai sauvegardé les emplois pendant cette année, or que j'ai perdu 23 000 € de chiffre d'affaires les 2 derniers mois de l'année. J'ai fait du chômage partiel pour ne pas licencier. Je joue vraiment le jeu. Ils m'ont suivi dans la manifestation, d'ailleurs, mes employés. Ils savaient que c'était très dur. Je l'ai payé en 3 fois, chose qu'on n'a pas le droit forcément de faire. Mais ils m'ont soutenu jusqu'au bout. Mais la défiscalisation des heures supplémentaires, je suis désolée, c'est pas vrai. Moi, apparemment, ça ne fonctionne pas dans mon entreprise. Toutes les entreprises ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires, je précise. Éric Bothorel, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Tout n'est pas réglé malgré les annonces du président ? Mais bien évidemment que tout n'est pas réglé. Mais on peut dire qu'il ne s'est rien passé. Quand on a redistribué de l'ordre de 16 milliards, 17 milliards, les chiffres varient, entre ce qui a été mis au mois de décembre, ensuite postérieur au grand débat. On peut faire la somme de la réindexation, vous l'avez rappelé, des retraites de moins de 2 000 €. On peut faire la défiscalisation des heures supplémentaires. On peut bien évidemment parler de la prime d'activité. Alors on peut avoir débat sur l'idée que ce n'est pas du salaire plein. Malgré tout, ça reste de l'argent qui revient aux salariés. Il n'est pas touché. Tous ces éléments, mis bout à bout, c'est à peu près en moyenne 850 € de pouvoir d'achat supplémentaire par ménage. Alors, la moyenne, c'est un très mauvais indicateur, je vous l'accorde, parce que ça ne vaut pas pour tous. Est-ce qu'il reste des combats ? Mais on l'a vu dans le film tout à l'heure. L'égalité des salaires hommes-femmes, c'était évoqué par la jeune femme qui avait quitté son emploi d'une entreprise parce qu'elle trouvait ça indigne. C'est un combat qu'il faut porter. La protection des conjoints collaborateurs, dispositif adopté dans la loi Pacte. Moi, j'ai vu 2 parlementaires en pleurs, une de l'UDI, une de la République En Marche, lors de la Rodière, et une autre collègue, Olivier Grégoire, pour ne pas la citer. Oui, il reste des conquêtes à avoir, ou des combats pour l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, à avoir. Donc il y a devant nous un certain nombre de chantiers, et nous continuons de les mettre en œuvre. Mais on ne va pas passer ici, vous ne me l'accorderez pas, le temps pour faire l'ensemble des dispositifs qui sont sur le reste à charge, santé, sur la revalorisation d'un certain nombre de minima sociaux. Il y a des choses qui sont faites, mais il faut que le travail paye encore mieux. Est-ce que vous vous retrouvez, vous, encore là ? Parce qu'avant, vous étiez parti du Parti Socialiste. Est-ce que vous vous retrouvez dans la... C'est pas un drame en soi. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous vous retrouvez dans la politique de M. Macron, vous, aujourd'hui ? Oui. En faisant partie autrefois du Parti Socialiste. Mais ce serait trop long à expliquer. Le Parti Socialiste a eu plusieurs courants, et je pense qu'à l'époque où j'étais dans le courant qui était le mien, au sein du Parti Socialiste, j'étais déjà considéré comme étant prêt à être la République En Marche. Mais pour répondre à votre question, oui, tout ce qui participe au fait qu'aujourd'hui on rémunère mieux le travail, et je ne veux pas faire ici l'inventaire, parce que vous ne me laisserez pas le temps de le faire, mais il y a des choses qui ont été faites et on continuera de les faire, et on a continué à les faire au travers du projet de loi de finances, va dans ce sens-là, parce que
ce qui est dit des uns et des autres, et ce que nous avons vu dans le film tout à l'heure, c'est quoi? C'est les classes modestes, c'est les classes moyennes, c'est celles et ceux qui travaillent et qui n'ont pas la capacité de pouvoir aller au restaurant, d'accéder à la culture. Cet élément-là, il faut qu'il soit mieux pris en compte. Et ça veut dire des combats pour l'égalité salariale dans l'entreprise, ça veut dire des combats de revalorisation des salaires. Et pardon de vous le dire, mais la prime d'activité pour les salaires les plus modestes, ça a été malgré tout l'équivalent d'une centaine d'euros supplémentaires par mois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Louis Potrel, le maire d'une commune rurale? Vos administrés aujourd'hui vous disent pour nous le compte y est. Enfin, il y a des choses qui sont réglées ou pas? Non, le compte n'y est pas complètement. J'ai envie de dire, le président de la République a fait un premier pas. Mais quand on parle de par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, il y a une forme de supercherie, sauf erreur de ma part. Un salarié qui va faire 39 heures par semaine, donc il y aura 4 heures supplémentaires défiscalisées. Mais elles ne vont pas venir dans la base de calcul pour les cotisations retraite. Donc, ça veut dire que quelqu'un va travailler 39 heures et il va avoir une retraite basée sur 35 heures. Je trouve ça profondément injuste. Complètement, parce que de et par rapport aux habitants de la commune, de Le Ferré, des territoires ruraux, moi les gens, ils me parlent de problèmes de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on a plutôt des habitants qui ont un revenu relativement faible. Nos retraités, ce sont des retraités du monde agricole ou côté dans l'industrie du granit, de la chaussure. On me parle d'arrêt de bus pour emmener les enfants au collège, au lycée. On me parle de médecins. Et ça aussi, c'est la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et quand on avait rencontré nos habitants lors de l'opération Mairie ouverte le 8 décembre 2018, c'était des personnes qui travaillaient, d'autres qui étaient à la recherche d'emploi, d'autres retraités. Et c'était exprimé avec beaucoup de sérieux. Et tout ça, ils évoquaient l'injustice sociale, territoriale. Parce qu'on a fait le choix d'habiter un territoire rural, on n'aurait pas le droit, la liberté d'avoir accès à tel et tel service public ou privé. Françoise Jolivet, pour vous, le compte, il y est ou pas alors? Pas du tout. Quelqu'un qui est au SMIC, et c'est une grande partie de la population, c'est environ 1 200 € net par mois. Un caddie par semaine pour une famille de 4 personnes, c'est 150 €. Le plein à l'essence, c'est 60 €. En fait, plus que des chiffres un petit peu théoriques sur les primes d'activité, etc. Moi, je préfère partir du quotidien des gens. Et je suis désolée, mais 1 200 €, et c'est ce qu'on a entendu dans le documentaire, c'est survivre et ce n'est pas vivre. Sauf que ce sont des gens qui travaillent durement, qui partent à 6h30, 7h le matin, qui rentrent à 18h, 19h le soir, et qui sont fatigués, qui avant 40 ans, ont des gros problèmes de santé et qui ne font que survivre. On a entendu un mot très fort dans le documentaire, c'est l'esclavage moderne. Quand on ne peut pas profiter de la vie, c'est une forme d'esclavage. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, au soir du 10 décembre. Ce sont les premières annonces d'Emmanuel Macron. Et il y avait une certaine fébrilité, on peut le dire, dans la voix, dans le comportement du président de la République. On est juste dans cette séquence après les violences lors de manifestations à Paris, des scènes de guérilla urbaine. Violences qui vous ont un peu déstabilisé ? Des violences qui nous ont marqués, bien évidemment. Enfin, comment rester insensible? Moi, j'y étais à Paris lorsque l'Arc de Triomphe a été saccagé. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous vous dites? Mais je veux dire que c'est pas possible, c'est pas permis. Et puis, ce sont des éléments auxquels on n'est pas habitué. Et heureusement qu'on ne s'habitue pas à ça. Il y avait un sentiment de perte de contrôle, là? Je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, le 17 novembre, moi, je me rappelle discuter avec les services de la préfecture de la crainte qui était la nôtre, des accidents. Moi, je suis né en 66. Je fais partie de cette génération qui a appris à manifester en 1986, Malik Oussekine. Nous n'avions plus connu le risque de voir un décès pendant une manifestation. Le 17 novembre, je sais que tout le monde était mobilisé avec l'idée qu'il pouvait se passer quelque chose. Dès 9h le matin, le premier mort des Gilets jaunes, il arrive sur les barrages. Et on se dit que ça va être comme ça pour toutes les journées. Et ça va crescendo jusqu'au début décembre avec le saccage de l'Arc de Triomphe. Donc évidemment qu'il y a là des questions que nous nous posons tous sur la réponse appropriée pour pouvoir encadrer ce mouvement qui prend des formes nouvelles et dans sa spontanéité, dans sa violence aussi, on voit des images
que je condamne fortement, bien évidemment. Christian Lebar, il y a quand même plus d'un citoyen qui s'est demandé ce sera quoi la suite, est-ce que ce sera le chaos? Avec ces violences qui éclatent le samedi, qu'est-ce qui vacille? Emmanuel Macron, les partis politiques, les institutions? Alors, je crois qu'on ne comprend rien aux Gilets jaunes si on rentre dans le sujet à partir des violences, ni à partir des violences commises par les Gilets jaunes, ni les violences policières qu'il y a eu en réponse à ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement d'inquiétude collective tout à fait légitime, lié au fait que, comme je le disais tout à l'heure, ce mouvement a joué aussi la carte de la spontanéité, de l'authenticité, avec une violence qui pouvait apparaître comme, entre guillemets, accoucheuse de l'histoire, pour reprendre une formule fameuse, c'est-à-dire une violence dont on pensait qu'elle était un bon moyen de faire pression sur les pouvoirs publics, et une violence qui en plus a évidemment attiré l'attention des médias, avec un centrement sur Paris qui, au regard de la sociologie de mouvement, pouvait être un peu discutable. Et puis, une inquiétude quand même très, très partagée. Dany Simon, ces scènes de saccage là, qu'on voit actuellement à l'écran, aux Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, ces violences-là, vous les déplorez ou pas du tout? Au démarrage, oui. Alors au démarrage, c'est après? On évolue. Il y a une bascule, pourquoi? Il y a une bascule. Démarrage, moi j'ai été très pacifiste, j'ai fait des marches. On a fait Lamballe-Rennes à pied avec le groupe, on était sur Lamballe pour aller traverser les mairies, aller discuter avec les gens et porter, on va dire, un message. Au début, moi j'adhérais pas parce que je fais partie de cela aussi, très respectueux de l'uniforme, très respectueux de la loi. J'ai été éduquée comme ça. Et puis il y a eu en janvier... C'est ce que vous avez vu qui vous a fait changer? Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, quand un 19 janvier à Rennes, on fait un massage cardiaque à quelqu'un, que les forces de l'ordre sont juste à côté et qu'on leur dit, les mains levées, ne tirez pas, nous avons un blessé au sol, parce que le monsieur est en crise cardiaque en fait, et qui nous fait, on nous balance des gaz, on prend les palets aux pieds, le monsieur nous fait un arrêt cardiaque, on le masse, on le sauve, heureusement, là la colère monte. Et 2 heures après, vers 18h, un petit peu plus de 18h, je crois, je ne pourrais pas l'heure exacte, où on a Gwendal Leroy qui perd son œil. Il était dos aux forces de l'ordre et il ne faisait rien. On en parlera justement dans un instant. À la mi-mai, 2500 blessés en France côté manifestants et 1800 côté forces de l'ordre. 11 morts, chiffre du ministère de l'Intérieur. Et je vous dis bonsoir, David Levaux. Vous êtes délégué régional SGP Police FO. Que vous racontez vos collègues au retour de manifestations? Quel est leur vécu? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous racontent? Quand on voit la violence qui a été exercée dans notre pays, c'est déjà, d'une part, c'est intolérable. J'entends beaucoup parler de violence policière. Il faut savoir que la force, pour le rétablissement de l'ordre, elle est légitimée, elle est encadrée. Et mes collègues, ils ont toujours fait usage, en tout cas, dans le cadre de la loi. Après, pour les autres, il y a des enquêtes en cours. Je pense que la justice de notre pays est une très bonne justice. Il y aura des enquêtes et elles tireront les conséquences. Maintenant, nos collègues, ils ont vécu ça, évidemment... d'une manière tragique, parce que au-delà d'être des policiers, je tiens simplement à le rappeler sur votre plateau, c'est des papas, c'est des mamans, c'est des oncles, des tantes, des grands-parents, et ils ont vécu ça d'une manière horrible, parce qu'ils se sont retrouvés un petit peu entre deux feux, et psychologiquement, physiquement évidemment, et on a eu énormément de blessés, vous l'avez rappelé, on a eu des collègues qui ont été quand même des torches vivantes sur Paris. Ils ont été touchés aussi dans leur esprit, dans leur tête, mais pas que. C'est tout l'ensemble familial. Vous savez, aujourd'hui, quand un policier il dit à son fils ou à sa fille qu'il va à l'école, qu'il ne faut pas qu'elle dise que papa, maman, il est policier, parce qu'il risque des représailles, ça, c'est, dans notre société actuelle, pour moi, c'est intolérable. J'ai été jeune policier sur Paris, jamais j'ai connu ça. Avant, c'était une fierté, et nos enfants étaient fiers d'avoir leurs parents qui protégeaient la société, qui protégeaient les gens. Et aujourd'hui, nos collègues ont fait leur métier. Ils ont protégé la société, ils ont protégé les gens. Certains s'interrogent quand même sur le comportement des forces de police. Le ministère de l'Intérieur fait état actuellement de 313 enquêtes ouvertes par l'IGPN, la police des polices, pour violences policières présumées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Quelles étaient vos instructions en fait? C'était le contact plutôt que le maintien à distance? Est-ce qu'il y a eu un problème d'instruction finalement? Je pense que vous l'avez bien compris. D'ailleurs, le préfet de police a été limogé à la suite des premières manifestations. Vous avez bien compris qu'il n'y avait aucun ordre. C'était débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Et d'ailleurs, beaucoup de députés l'ont dit. Si la société, en tout cas si la nation est restée debout, c'est grâce aux forces de l'ordre.
Parce qu'on est arrivé à un système où pratiquement le pays allait basculer. Quand on voit ce qui s'est passé à Paris, j'appelle plus ça de la guérilla urbaine. Une dame parlait dans le reportage de révolte. Ouais, c'était une révolte. Et je pense que nos collègues, ils ont tenu bon dans toutes ces manifestations. Mais je tiens à rappeler qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes. Ils avaient déjà subi la loi El Khomri, la loi Macron. N'oublions pas les attentats terroristes qui sont toujours une menace sur notre territoire. On l'a vu, on le constate. Donc voilà, cet ensemble aussi, on fait que une convergence de colère sociale. Voilà, et puis nos collègues, ils arrivent à un point où quand vous avez qu'un week-end sur 6 avec votre famille pour vous reposer, vous ressourcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des êtres humains, ils font partie de la société, et que sur ce repos, vous êtes rappelés samedi sur samedi sur samedi et sur les jours de la semaine, arrivé à un moment, c'est sûr que c'est extrêmement difficile, et c'est ce qui aussi a amené nos collègues à craquer dans pas mal, je ne parle pas sur le public, mais en dehors, parce que ça, personne n'en parle. Aujourd'hui, on a bon nombre de nos collègues qui craquent. Ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes et des femmes, et malheureusement, comme il doit arriver ce qui arrive, parfois, ils craquent sous la pression et la vindicte aussi, parce que le policier, il est aussi toujours montré du doigt. C'est le dernier rempart de l'État, c'est contre lui que toute la violence s'érige, et malheureusement, je le dis ici, malheureusement, quand il se retrouve des fois devant les tribunaux, il est un petit peu seul, il est un petit peu seul, même souvent tout seul, et il n'y a pas grand monde qui vient le défendre, et même ceux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui donnent des ordres, parfois ils ne sont pas là pour défendre les collègues qui étaient sur le terrain et qui, eux, ont dû employer. On reviendra sur certains de ces aspects. Mais on va regarder un reportage et rejoindre le groupe des Gilets jaunes de Quimperlé, groupe au sein duquel se mobilise un homme qui a perdu l'usage d'un œil lors d'une manifestation, c'était à Rennes. Reportage de Jérémy Armand et de Baptiste Galmiche. Un an après, ils sont toujours là. Installés sur cette zone industrielle depuis le début de l'année, ces Gilets jaunes de Quimperlé nous l'assurent, leur détermination est intacte. Entre eux, se sont tissés des liens d'amitié et une solidarité à toute épreuve. Car ils ont traversé ensemble un drame. Lors de cette manifestation à Rennes le 19 janvier, l'un des leurs, Gwendal, a perdu un œil. Pour le jeune homme de 28 ans, comme pour ses camarades, le mouvement des Gilets jaunes a changé leur vie, à jamais. On m'a marqué le mouvement sur le visage. Je ne peux pas le cacher. Quand les Gilets jaunes auront obtenu ce qu'on veut, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on va l'obtenir, j'aurai quand même cette marque Gilet jaune sur le visage, et ça va me suivre à vie. Pour elle aussi, il est hors de question de renoncer. Le 19 janvier, la mère de Gwendal a eu la sensation de vivre un basculement. La fin de l'insouciance pour elle et ses enfants au moment d'aller manifester. Moi, depuis qu'ils sont nés, j'ai toujours essayé de prendre soin d'eux, j'ai toujours voulu les protéger. Et le 19 janvier, je me suis rendu compte que ce qu'on pouvait estimer comme une protection de la population, les forces de l'ordre, en fait, c'est elles qui ne protègent plus et qui même mutilent les citoyens. Normalement, dehors, tous les jours, il devrait y avoir plein de gens. Il y en a moins. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur. Moi, je ne suis pas à l'aise de dire que j'ai peur. Mais oui, maintenant, j'ai peur. Contre la peur et le découragement, ce groupe d'une cinquantaine de gilets jaunes a décidé de rester soudés, coûte que coûte. On se dit tout de suite que c'est à la télé, c'est pas possible. Non, on peut avoir confiance envers les forces de l'ordre. Mais quand ça nous arrive à soi-même, c'est là qu'on comprend qu'on peut même pas leur tourner le dos. Ils en profitent. Et c'est ça qui est violent, c'est qu'ils sont en train de fractionner le peuple avec les forces de l'ordre. Gwendal n'attend rien de la procédure lancée par la police des polices après la perte de son œil. À ce jour, ses conclusions ne sont toujours pas connues. David Levaux, on vient de l'entendre dans le reportage. Cette phrase m'a frappé. Les forces de l'ordre ne protègent plus, nous dit cette mère de famille. Cette phrase-là, vous la recevez comment, vous ? Je ne sais pas, ils ne protègent plus. Moi, je vous rappelle le Bataclan, je vous rappelle Charlie Hebdo. Ils ne protégeaient pas nos collègues ? Ils ne protégeaient pas les Français. On n'a pas eu des centaines de milliers de personnes qui nous ont suivis dans les rues à la suite des interventions de la police ? Bien sûr qu'elle protège la police. Là, on parle de manifestations. Je remets le contexte des manifestations parce que lorsque cette personne, et je le déplore, je ne peux même pas imaginer qu'on laisse penser qu'un policier se lève le matin en disant « Tiens, je vais aller mutiler quelqu'un ». Non mais réfléchissons, soyons lucides. Mais bien sûr, notre vocation, c'est de protéger. Et nos collègues, ils le montrent chaque jour sur le terrain. Et je pense qu'ils font un métier extrêmement difficile et ils le font très bien dans des conditions de plus en plus difficiles. D'autant que vos collègues doivent ressentir, pour certains d'entre eux, une certaine empathie aussi avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais bien sûr, écoutez, un policier, j'ai l'impression qu'on cadre le policier en dehors de cette société. Un policier, il met du carburant dans sa voiture, il paye
des impôts, il paye des taxes, il paye des charges. Il a de la famille en dehors, qui a des entreprises privées, qui voient les charges les écraser et est obligé de lâcher leurs entreprises parce qu'ils ne peuvent plus subir tout ça. Voilà, un policier, c'est ça. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, si cette personne, quand elle a perdu son œil, bien sûr qu'on le déplore. Je déplore à chaque fois qu'il y a des blessés, des deux côtés. Mais encore une fois, lorsque cette manifestation a lieu, elle a dégénéré le matin vers 10h. Cette intervention, quand la personne perd son œil, il est pratiquement, je crois qu'il est tard, on voit il fait nuit. Donc ça a déjà dégénéré toute la journée. Donc là, en face de nous, en face d'eux, les policiers, ils n'ont plus des manifestants. Ils ont des casseurs, je tiens à le préciser. Ce sont des casseurs qui sont là pour en découdre. On n'est plus du tout dans le mouvement Gilets jaunes pour défendre ses intérêts. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Intervenir parce qu'on parle de blessures à la tête. Or, il y a des directives, je ne vais pas vous les apprendre. Il est interdit de tirer des balles de LBD dans la tête. Enfin, il y a des parties qui sont complètement interdites. Je rappelle que la France est le seul pays d'Europe à utiliser des armes de guerre contre ses concitoyens. Les gaz il y a des études qui sont faites. The Lancet a sorti une étude le 2 novembre, c'est tout récent. Il y a des répercussions nocives, des risques par exemple des risques de cancer pour une longue exposition. Il y a 24 personnes qui ont perdu un œil. Comment on explique ça ? Il est interdit de tirer dans la tête. Comment est-ce qu'on explique ça ? Ouais, non, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'à 18h, il y a des casseurs. Moi, je fais partie de ceux qui sont là encore à 18h et je ne suis pas casseur. Et attention, je dis bien, par contre, je vais préciser, je parle en mon nom. Moi, les policiers, je les respecte. Beaucoup. Les policiers sont là pour nous protéger. Nous à Lorient, sur le rond-point du Géant, on a eu de très 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 bonnes relations avec les forces de l'ordre. Ça s'est super bien passé. J'ai un souci avec certains. Là où je ne suis pas d'accord, effectivement, un accident, ça peut arriver. Voilà. Il y a eu un événement, même si ça ne doit pas arriver. Mais 25 fois, ça fait 25 accidents, ça fait beaucoup. Sans compter les mains qui ont été arrachées aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est énorme. Et attendez, juste je finis, après, je vous permets de me répondre. Mais on a encore vu la dernière fois la manifestation avec les pompiers. Maintenant, on va taper aussi sur nos pompiers. Les pompiers sont des casseurs aussi. Les gilets jaunes n'étaient pas des casseurs. Les pompiers ne sont pas des casseurs. Et pourtant, on y va aussi. David Deveau. Non, mais je tiens juste à dire que peu importe, moi j'ai été CRS pendant 7 ans, j'ai fait le CPE ici, etc. Moi, je peux vous dire que quand on intervient, on en a déjà pris plein la tronche pendant des heures. Pendant des heures, moi j'ai pris des palets, des boules de pétanque, des pavés, des barrières, de tout sur la tronche. Voilà. J'imagine, mais c'était pas ça, nous. c'est la réalité. Maintenant, je veux revenir. Parce que l'affaire de Rennes, vous me parlez de flashball. Et je ne suis pas dans l'enquête. Je ne sais pas ce que l'IGPN sortira, mais ce n'était pas un tir déjà de LBD, deuxièmement. Et concernant, vous dites 24 à 25, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre prouvé. Ce serait des possibilités de tir de LBD. Donc voilà, moi je pense que je fais confiance à l'IGPN, à la justice. S'il y a eu des tirs qui ne sont pas réglementaires, je pense qu'ils sauront le faire ressortir et trouver des responsables. Christian Lebas. Je ne suis pas spécialiste des technologies de maintien de l'ordre, mais on a quand même beaucoup entendu que la France était plus haut niveau par rapport aux grandes démocraties européennes et dans le monde. On était au niveau en 68 et on ne l'est plus. C'est-à-dire maintenant, la France ne sait plus, enfin la police française n'arrive plus, ce n'est pas la bonne volonté des acteurs, c'est des questions technologiques. Finalement, est-ce qu'on ne fait pas deux populations exaspérées aussi l'une en face de l'autre ? D'un côté les gilets jaunes et aussi... Je m'inscris en faux dans ce que dit monsieur. Le maintien de l'ordre, nos collègues l'exportent dans les pays du monde entier. Les CRS vont faire des formations et ils l'ont toujours fait depuis des années. Je pense que le maintien de l'ordre à la française, alors qu'il évolue, c'est une chose, il faut qu'il évolue. Maintenant, pour maintenir l'ordre et garantir la sécurité, madame parlait des gaz et des LBD. Moi, si vous me trouvez des solutions où on peut maintenir l'ordre sans utiliser la force, moi, je prends tout de suite. Mais pourquoi ? C'est le seul pays en Europe où ça se fait. Comment font les autres pays d'Europe ? Vous avez vu les dernières manifestations en Espagne, il faut être sérieux. Par contre, est-ce que l'ONU a demandé une enquête ? Pour l'instant, sans succès. Pourquoi la France refuse de se prêter à l'enquête demandée par l'ONU ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans la doctrine de maintien de l'ordre des policiers, ou est-ce qu'on a un mouvement qui est à ce point-là singulier qui fait qu'il y a une... Non, mais attendez. Est-ce que le fait nouveau, c'est pas plus la façon de manifester que la manière de maintenir l'ordre ? On pourrait déjà se poser la question comme ça. Et juste je termine. Parce que moi, j'ai reçu une personne qui avait été éborgnée. J'ai rencontré une personne qui avait perdu sa main devant l'Assemblée nationale. Mais
sa main, il la perd. Moi, je ne me réjouis pas de ça. Et je ne dis pas que c'est bien fait. Je ne peux pas imaginer qu'on aille manifester et perdre un membre ou un œil. Mais à ce moment-là de l'histoire, le cortège, il est déjà bien loin. Et un certain nombre d'individus cherchent à rentrer dans l'Assemblée nationale. Mais que pensez-vous qu'il puisse arriver à quelqu'un qui cherche à pénétrer dans un ministère, dans une Assemblée nationale ? Les policiers vont attendre là, gentiment. Et puis, enfin, on parle des blessés, mais pas un mot sur les morts. Pas un mot sur les morts. Les morts qui ne doivent rien à la force policière, hein, pour un grand nombre d'entre eux. Il y a peut-être eu un débat sur la personne à Marseille. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui s'épanche sur un certain nombre de blessés à vie et qui n'a jamais une parole pour les gens qui ont perdu la vie. Enfin, il y en a quand même un certain nombre. Et dans la gravité des choses, c'est quand même pas rien de perdre. Il y en a 2 sur les manifestations. C'est quand même pas rien. 2 manifestations sur lesquelles j'étais où on a sauvé la vie à 2 personnes en tant que manifestant. On a sauvé la vie à 2 personnes. Je fais juste une observation. Sur des arrêts cardiaques, alors. Je suis ambulancière. Je suis ambulancière. Quand je suis sur manifestation, je fais aussi, du coup, j'utilise mes compétences professionnelles où je fais du médic. Et quand on se retrouve dans une situation où quelqu'un est en malaise et pas bien, et qu'on se rend compte que c'est un mec. Oui, mais enfin, quand on se fait gazer. Excusez-moi, juste du. Et je suis vraiment. Je vous assure que je suis quelqu'un qui respecte énormément les forces de l'ordre. Mais quand je me fais gazer, que je suis au-dessus d'une victime, et qu'on se fait gazer un palais qui brûle la couverture de survie, que ce monsieur, du coup, nous fait un arrêt cardiaque puisqu'il était déjà en difficulté. Là, je suis pas d'accord. Suicidez-vous, c'est quand même les Gilets jaunes qui le crient à l'attention des forces de l'ordre. Attention, comme je ne fais pas, je rajoute juste quelque chose. Il ne faut pas faire des cas des généralités. Dans les Gilets jaunes, il n'y a pas que des casseurs. Il n'y a pas que les Gilets jaunes, il n'y avait pas que les Gilets jaunes. Attendez, il y avait quand même des casseurs qui se sont mêlés aux manifestations. Les Gilets jaunes étaient plus que pacifiques. C'est ce qu'on appelle les Gilets jaunes. Oui, c'est ça. On est bien d'accord, mais nous, dans notre organisation, entre guillemets, petite qu'elle soit, il n'y avait pas. Parce qu'une manifestation avec son service d'ordre. Parce que vous avez des groupuscules qui sont connus, qui sont reconnus, ils ont pignon sur rue, des groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche, des anarchistes, qui intègrent les cortèges. Moi, je fais partie de Force ouvrière, j'ai manifesté des dizaines et dizaines de fois, j'ai jamais rien cassé. On a manifesté le 2 octobre, 27 000 policiers dans la rue. Est-ce qu'on a brûlé un magasin? Est-ce qu'on a retourné une voiture pour se faire entendre? Par contre, non, c'est pas le cas. Regardez, je pense à ça, je vois les vitrines. Enfin, je pense à vous, madame, avec vos auto-écoles, vous retrouvez vos auto-écoles brûlées le lendemain. Vous direz quoi? Qu'est-ce que vont dire les gens? Nous, les gens à Rennes, nous ont dit, mais pourquoi vous n'intervenez pas, la police? Parce que déjà, les ordres, ils arrivent des fois très tardivement. On sait que c'est la difficulté qu'on a, parce que de donner des ordres, de maintenir et de rétablir l'ordre, c'est toujours difficile pour nos préfets et pour les dirigeants. Voilà, donc c'est ça aussi la réalité. Et je rejoins M. Botrel, c'est qu'on vit là des moments où le maintien de l'ordre français n'a pas été en capacité de répondre aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans le cadre de manifestations qu'on a connues auparavant, où on faisait des barrages. Là, on a des groupuscules qui sont mobiles, qui connaissent les forces de l'ordre, qui savent travailler, et c'est des groupes qui agissent sur toute l'Europe. Les Black Blocs, ce sont des casseurs professionnels. Ils savent comment on intervient, ils savent comment on fait. Donc il faut évoluer en permanence. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Encore une fois, c'est des gens qui sont mêlés à la manifestation. L'ultime rempart dans la tempête. Elles ont été un rempart. Moi, j'ai rendu. D'abord, j'ai été. Elles ont sauvé la mise? Ça a été votre planche de salut? Non, c'est pas. Enfin, écoutez, d'abord, dans le dispositif du sauvetage de la République, les forces de l'ordre ont un rôle majeur. Moi, j'ai été rencontrer les gens de la CRS 13. Ils sont basés à Saint-Brieuc. Ils ont été engagés et sur des opérations à Nantes, et à Rennes, et parfois à Paris. 50 blessés contusionnés dans les forces de l'ordre. Donc on ne se raconte pas d'histoire, c'est pas un mouvement comme un autre, et ce ne sont pas des manifestations comme les autres. Il y a du contact, il y a des gens qui cherchent le contact, il y a des gens qui cherchent la violence, et effectivement les images qu'on voit derrière, elles ont été dramatiques. Et je dois le dire, en tant que parlementaire, moi j'ai pas eu à souffrir, ou en tout cas je rendrai jamais public les éléments qui ont été, ceux des violences à mon attention. Enfin, j'ai des collègues, ils ont failli mourir cramés dans leur permanence. J'en ai d'autres, des coups de feu dans leur jardin. Enfin, en quoi ce mouvement-là, aussi sympathique soit-il, et il l'est par certains égards, dans ce qu'on a vu tout à l'heure du reportage, tournerait le dos au visage qu'il avait aussi de la violence qu'il pouvait utiliser chaque semaine, semaine après semaine, acte après acte, dans une forme d'épuisement collectif. Donc oui, je veux remercier d'abord celles et ceux qui organisaient les manifestations et qui prenaient leur distance par rapport à cette violence, et je veux remercier bien évidemment les forces de l'ordre qui ont permis de maintenir nos centres-villes, de maintenir la République et de maintenir la possibilité de vivre ensemble. C'est ça qui se joue. On va clore ce chapitre violence. Merci David Deveau d'avoir accepté
notre invitation. Je vais rappeler effectivement 2 chiffres parce que l'année a été aussi éprouvante côté force de l'ordre. 27 000 personnes, vous le disiez, en octobre pour une marche de la colère. Et depuis le début de l'année, 52 policiers ont mis fin, 53 policiers ont mis fin à leur jour. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Soise Jolivet, vous, au sein de votre groupe des Glaziques à Quimper, donc, vous avez élaboré votre propre plateforme de propositions. Alors, quelles propositions ont émergé, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous en citer 2-3? Oui, donc par exemple, ça revient souvent, hein, cette obligation de prendre les véhicules pour aller travailler quand on habite dans nos régions très excentrées. Donc nous, par exemple, à Quimper, les bassins d'activité ne sont pas reliés par les transports en commun. Donc on a fait ce petit manifeste, donc il y a 14 fiches avec 110 propositions. C'est une démarche vraiment du commun, une démarche collective. On a travaillé pendant des mois, des ateliers, des tables rondes, et donc on est arrivé à ça. C'est un outil de travail. Nous allons interroger tous les futurs candidats municipaux. C'est un outil qu'on peut télécharger gratuitement sur notre site. Mais est-ce que vous avez déjà eu une oreille attentive de candidats ou d'élus locaux? On a été démarchés. Donc nous, dans notre groupe, on a une position de ne pas aller sur les listes électorales. Mais dans le groupe local des Gilets jaunes, il y en a qui y vont. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on pense qu'on est plus utile dans la société civile en tant que force pour interpeller les gens qui sont décisionnaires. Vous n'allez pas constituer de listes pour les municipales, de listes citoyennes, parce qu'il y en a qui vont émerger pour les oui, élections. Certainement, mais c'est ce mouvement, et évidemment, je comprends qu'il déroute, parce que c'est un vrai changement de paradigme sur les façons de faire. Mais voilà, dans notre groupe, on va justement mettre les responsables de cette situation, les élus, les chefs d'entreprise, les sociétés de transport, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille dans ces bassins d'activité, qu'on gagne le SMIC, eh bien, on doit utiliser son véhicule. Donc, il y a une partie du budget qui va pour pouvoir aller travailler. Si votre véhicule tombe en panne, eh bien, vous ne pouvez pas aller travailler. Alors ce week-end, 600 gilets jaunes de France ont débattu de la suite à donner au mouvement, décidé à l'issue d'un vote de rejoindre la grève interprofessionnelle du 5 décembre. Soise Jolivet, justement, vous vous dites là, le combat des gilets jaunes ne fait que commencer partout, ça réfléchit pour mieux ressurgir. Moi j'ai fait un questionnaire, 110 personnes ont répondu par l'intermédiaire des réseaux, parce qu'en effet, ça aussi, ce mouvement, il a été propulsé par les réseaux, mais on s'en sert, ce sont des outils, et donc ces 110 gilets jaunes de toute la France, et 100% des réponses, dont j'ai posé une question toute simple, quel est votre vœu pour l'avenir, l'année à venir? La structuration, il faut qu'on s'organise. Et deuxième mot très fort, la convergence. Christian Lebard, de votre point de vue, comment ce mouvement des Gilets jaunes peut-il évoluer? Là, on a bien vu, avec les images qu'on vient de pouvoir passer à Montpellier, on est en recherche d'un nouveau souffle. Est-ce que ça va jouer, par exemple, au niveau des élections municipales? Il y a des listes citoyennes qui se préparent. Pardon. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce mouvement qui est né de revendications liées à la vie quotidienne, le prix du carburant, etc., donc vraiment dans l'ordinaire de la vie quotidienne, a progressivement évolué vers une libération de la parole à l'échelle de la société civile, avec une remise en cause extrêmement brutale, assez inédite quand même, de tous les dispositifs de délégation, de confiscation de la parole par les institutions, etc. Donc, alors les débouchés électoraux, pour l'instant, ils ne sont pas très visibles. Je veux dire que les résultats des élections européennes ont été très, très médiocres. Pour les municipales, il va y avoir des listes société civile. Je ne sais pas quelle place tiendront les Gilets jaunes, mais je pense qu'il faudra raisonner. Je parlais de mai 68 tout à l'heure, la comparaison là pour le coup fonctionne assez bien. Ce que vous disiez tout à l'heure, il faudra raisonner sur le moyen terme. Et le moyen terme, ça peut être des formes... les Gilets jaunes ont peut-être aussi fonctionné comme un laboratoire avec des formes de convivialité qu'on voyait bien dans le documentaire très, très intéressantes. Et le bonheur qu'il peut y avoir à quitter son domicile personnel pour aller vers un lieu a priori pas très agréable qu'un rond-point au mois de novembre, pour discuter, pour échanger, pour rencontrer d'autres semblables. Et là, il se joue peut-être des choses, une mutation sociétale assez fondamentale. Je vois que vous acquiescez, Dany Simon. En un an, les cortèges ils sont bien clairsemés. Et là, effectivement, le mot a été prononcé tout à l'heure, convergence des luttes. Vous estimez que c'est ça le chemin à suivre aujourd'hui, notamment à partir du 5 décembre? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, en fait. Si on veut
se faire entendre, si on veut que ça évolue, parce qu'on se rend compte que chacun fait ses petits combats. Alors nous, on est citoyens lambda, on est de tous les corps de métier, et en fait, on se bat pas que pour une chose, on se bat pour plusieurs choses. Et on se rend compte que là, oui, les hôpitaux, ça va très mal. La SNCF, enfin, on parle de la retraite, on parle pas mal de choses. Et on a tous, à un moment ou un autre, tous là, le même objectif. Donc pourquoi pas se mettre ensemble et essayer de construire quelque chose de construire. Enfin, je dirais, voilà, de construire, que notre parole se lève. Mais il ne faut pas oublier que pendant un an, on est plusieurs à avoir mis tout de côté. Tout de côté, et qu'on a pris du recul, on a avancé, on a reculé, puis maintenant on aimerait bien que ça avance, mais que ça soit constructif. Florence Duvivier, pouvoir réagir. J'écoute avec beaucoup d'attention parce que je pense que tu as été engagée encore plus longtemps que moi, même si moi, dans l'âme, je suis toujours gilet jaune et que j'ai pas baissé du tout les bras. Vous êtes en mode pause Je me suis mis, voilà, on va dire que oui, je me suis mise sur pause parce qu'il fallait que je sauve mon entreprise qui était mise à mal, malheureusement, dans notre profession. 2 auto-écoles fermées tous les jours les 4 premiers mois de l'année quand même en France. Mais ça, on le tait, personne ne le sait. Parce qu'on a mis dans la tête des gens que le permis était cher. Ça, c'est M. Macron aussi, hein, qui a dit haut et fort qu'il allait faire baisser drastiquement le coût du permis de conduire. Quelqu'un l'a dit dans le reportage tout à l'heure. Tout à fait, oui. Mais au lieu de dire que le permis est cher, qu'on augmente les gens, ils pourront le payer, le permis. Parce que je suis désolée, mais à mon époque, il était plus cher. Si on reprend pour rata, il était plus cher quand moi j'ai passé mon permis que maintenant. 43 € de l'heure, un mécanicien, c'est 65 € de l'heure. Pour 43 € de l'heure, moi je mets un enseignant dans une voiture qui tourne pendant 1 heure. On est d'accord avec une confirmation finalement de cette baisse du pouvoir d'achat que vous dénoncez. Je veux dire, ça c'est flagrant. Le 5 décembre, on annonce donc une manif interprofessionnelle, notamment contre la réforme des retraites, mais pas que. Les Gilets jaunes seront de la partie. Est-ce un nouvel acte de la colère sociale qui va s'écrire? Est-ce que vous le craignez? Il ne faut rien mésestimer de ce qu'il est possible de sortir le 5 décembre, parce que je le redoute. Si on devait redouter à chaque annonce qui est faite de tel ou tel mouvement, non, on est là pour agir, on est là pour prendre des décisions. Donc on agira et on prendra les décisions. Mais sachant que le sentiment visiblement des Gilets jaunes, c'est de ne pas avoir obtenu grand-chose, ou tout du moins pas assez. Est-ce que, du coup, vous craignez que la flamme de la contestation se réallume? Non, mais entre nous soit dit, le fait que les rangs soient clairsemés tient aussi probablement du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui vivent et qui expérimentent, que je disais tout à l'heure, est-ce que je rappelais en termes de chiffres, de modifications sur leur pouvoir d'achat. Enfin, on ne peut pas avoir mobilisé 17 milliards et se dire que derrière, ça n'a servi à rien. Notamment, je pense aux retraités qui ont vu la réévaluation de leur salaire, de leur pension pour les moins de 2 000 €. Après, moi j'entends ce qui s'est dit ici sur le plateau aujourd'hui. Passer d'un état où on conteste à un état où on fera des propositions, tant mieux. Je n'ai que trop entendu depuis des mois, ce que vous prenez d'une main, vous le redonnez de l'autre. Et c'est exactement, je me tourne vers monsieur le maire, la gestion d'un budget. Si demain le mouvement des Gilets jaunes s'intéresse plus que de faire de la mobilisation citoyenne un acte politique en traduisant en proposition. Non, mais la politique, c'est pas un gros mot, madame. Non, mais en faisant des propositions, oui, elle se confrontera au réel de ce que ça veut dire de financer l'hôpital public, de financer des réformes des retraites, de financer un certain nombre de choses. Non, mais parce que jusqu'à maintenant, moi, les propositions que j'ai reçues ne permettaient pas de financer toutes les ambitions que portaient les Gilets jaunes. Pardon de vous le dire. Oui, mais non, on parle de différentes choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties au bout d'un an de ce mouvement. Les gens, moi, je fais partie de cela. Vous dites beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup de propositions. Non, c'est qu'on a ouvert nos écoutilles, en fait. Moi, je me suis rendu compte de plein de choses depuis que je suis... Et avant, en fait... Vous voulez dire que vous avez appris aussi, Mais oui, c'est que je me suis rendu compte de comment on était gouverné, comment on nous ment. Il y a plein de choses, je ne comprends pas. Par exemple, l'intérêt de ce mouvement, justement, c'est de, comme dit François Boulot, qui est quand même une figure du mouvement à Rouen. Moi, je connais bien Rouen parce que j'y suis née, mes fils y sont. Il a raison. Parce qu'au tout début du mouvement, on disait tous, on est apolitique, on ne veut pas entendre parler de la politique, ce système ne nous convient plus, ne fonctionne plus, etc. Je pense que, du coup, l'intérêt du mouvement nous a fait devenir un petit peu plus curieux sur cette politique et apprendre plein de choses au niveau de la politique qu'on ne connaissait pas. Parce qu'on n'a pas fait d'études politiques, parce qu'on s'est, voilà, on faisait confiance à nos politiques. Oui, deux choses. Mais bien sûr, c'est justement, je pense que le mouvement Gilets jaunes a raté une étape très importante. Quand le président de la République a lancé le grand débat national, le mouvement Gilets jaunes devait se mettre en mode pause. À ce moment-là, ils avaient une cote de popularité relativement importante auprès des Français.
Et tout le monde attendait du calme, que la France retrouve son fonctionnement. Et il aurait fallu laisser le président de la République, pendant 3-4 mois, travailler, rencontrer les Français, les acteurs locaux. Et puis pour ensuite, après, faire une proposition. Et pendant ces 3-4 mois de débat national, tous les samedis, on faisait belote et rebelote. Et ça, c'est quelque chose qui a... Moi, je vois chez moi maintenant, sur ma commune, les habitants, on va dire, du Pays de Fougères, quand on leur parle gilets jaunes, on me répond, il faut qu'ils arrêtent. Alors, qu'est-ce qui reste alors? Une forme de résignation? Non, mais je voulais dire également que notre société était en très, très grande mutation. Et il y a des choses totalement contradictoires au sein de cette mutation de notre société. On est de plus en plus individualiste. Hein. Je vois quand dans les associations, on doit renouveler le président, le bureau de l'association, on a du mal à trouver des personnes parce que on dit je n'ai pas le temps de faire ça. On a du mal à faire des choses mais quel pour rapport les avec autres. Les gilets jaunes, parce que vous êtes en train de leur dire, investissez-vous dans la vie politique, dans les conseils municipaux. Mais bien sûr. Quand j'analyse la participation des élections municipales, départementales, régionales, législatives, présidentielles ou européennes, que je regarde la liste d'émargement, je me dis pourquoi il n'y a plus que les plus de 60 ans qui viennent voter. Je caricature, hein, je suis excessif dans mon analyse. Mais les jeunes de 18-25 ans ne viennent plus. Et ceux qui sont parents, qui ont des enfants de moins de 15 ans, de moins de 18 ans... Vous leur dites prenez le pouvoir, mais de façon démocratique. Nos grands-parents et grands-parents ont acquis le droit de vote, un moyen d'expression... Eh ben, venez vous exprimer lors des suffrages. Votre réaction, il en reste quelques secondes. D'accord. Donc pendant le grand débat, les Gilets jaunes étaient investis dans le vrai débat. Et il y a une étude qui émane d'un laboratoire du CNRS qui a étudié les expressions du vrai débat. Et ce sont des expressions tout à fait citoyennes. Les mensonges, de quel mensonge vous parlez? Alors on va justement... On parle de justice fiscale et justice sociale. Et ça, c'est la grande demande des Gilets jaunes. L'évasion fiscale, ce sont des milliards qui manquent au budget de la France. Qui ment là-dessus? Qui ment? Non, mais qu'est-ce qui est fait pour lutter contre? Nos téléspectateurs ont le loisir de consulter on va votre essayer d'en faire plateforme de d'autres débats proposition. dans les semaines qui viennent. En tout cas, oui, ce débat touche à sa fin, malheureusement. Le temps nous a rattrapés. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Et à bientôt sur France 3 Bretagne pour un nouveau débat. Bonne soirée. Merci. Au revoir.